suivante. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En séance. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'examen de la proposition de loi concernant le volontariat des sapeurs-pompiers. Le texte a été adopté à l'unanimité le 23 septembre dernier. Au Sénat, il prévoit notamment une série d'avantages sociaux, une amélioration de la retraite pour les pompiers au bout de 10 ans d'engagement, mais aussi des promotions pour les pompiers volontaires qui auraient accompli des actes de bravoure. Et enfin, la mise en place d'un numéro d'urgence unique, le 112, qui remplacerait tous les autres numéros. Je vous laisse revivre ces débats. Avant de vous présenter la position du ministère de l'Intérieur sur la proposition de loi, je souhaite d'abord évidemment profiter de cet instant pour rendre, depuis la tribune du Sénat, un hommage au personnel de la sécurité civile. Son engagement au service des Français est sans faille, quotidien, constant. Il y a un départ en intervention des sapeurs-pompiers toutes les 7 secondes en France. Cet engagement conduit parfois au sacrifice suprême qui fauche dans leur jeunesse, dans leur force, des femmes et des hommes engagés au service des autres. À cette heure, je veux commencer par avoir une pensée pour Pierre-François Bonnard, 38 ans, mécanicien, opérateur de bord de la base aérienne de Grenoble, mort en intervention il y a 10 jours, le 12 septembre. Et j'ai également une pensée pour Brian Rimbaud, sapeur-pompier volontaire de 23 ans, décédé en intervention dans la Somme. Ces drames humains, ils illustrent au plus haut point le sens élevé du service public de la grande communauté de la sécurité civile, sapeurs-pompiers militaires, professionnels et volontaires, marins-pompiers, sapeurs-sauveteurs des formations militaires de sécurité civile, pilotes, agents du groupement des moyens aériens, fonctionnaires du déminage, tous et chacun en ses grades et qualités à son poste, à sa responsabilité, au service des Françaises et des Français. Et cette tradition de service, cette force de mobilisation, le gouvernement et bien sûr les Français la connaissent et la reconnaissent. Je voudrais donc, avant d'en venir au détail de la PPL, saluer l'action de ces femmes et de ces hommes qui, tous les jours, portent secours à nos concitoyens. Je crois que collectivement, nous en sommes fiers. Fiers de ce modèle de sécurité civile qui suscite des demandes toujours plus nombreuses de coopération à l'international. Fiers d'une organisation solide qui sait toujours s'adapter pour faire face aux nouvelles menaces. Preuve en est la formidable mobilisation de la sécurité civile dans la gestion de la crise sanitaire. Ainsi, quand il a fallu donner cet élan nouveau, renforcé, décisif à la campagne de vaccination contre le Covid-19, les services d'incendie et de secours ont su se mobiliser selon les directives de la Direction générale de la sécurité civile et sous la direction opérationnelle des préfets. Ils sont ainsi présents dans 201 centres de vaccination, dont 119 directement placés sous leur autorité. Et aujourd'hui encore, plus de 5500 sapeurs-pompiers œuvrent quotidiennement pour vacciner l'ensemble de la population. Lorsqu'il a fallu mettre en place dans les meilleurs délais les contrôles aux frontières extérieures pour pratiquer les tests, la force humaine des services d'incendie et de secours et des associations agréées de sécurité civile, là encore, a été au rendez-vous. Plus de 820 000 passagers ont été testés par les équipes réparties sur tous les points d'entrée des ports et des aéroports internationaux. Cet été, après s'être engagés sur de multiples théâtres extérieurs, Italie, Grèce, Algérie, nos services d'incendie et de secours, appuyés par les formations militaires de sécurité civile, sont venus à bout de l'incendie qui ravageait le massif des morts. Je salue la mobilisation, là encore totale, des sapeurs-pompiers, leur professionnalisme, leur dévouement exemplaire cet été pour lutter contre les feux de forêt, et cet engagement du quotidien nous oblige. C'est donc le sens de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, déposée par monsieur le député Fabien Matras. Cette proposition de loi elle a été adoptée en mai dernier à l'Assemblée nationale à l'unanimité et le Sénat en a été saisi dans la foulée et a réalisé un travail de grande qualité. Et je veux ici saluer chaleureusement l'investissement sur ce texte des 3 rapporteurs, Madame Françoise Dumont, Monsieur Loïc Hervé, veuillez m'excuser, Monsieur Patrick Caner, et je tiens à vous remercier en mon nom et au nom du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour la fluidité des échanges et pour le climat constructif dans lequel ces échanges se sont toujours déroulés.
Je sais que nous allons avoir des débats sur certains points. Je sais aussi que nous pourrons dégager des consensus utiles. Et je sais que s'agissant de la protection de nos concitoyens, les opinions et les avis divergent finalement peu. Et en discussion de cette proposition de loi, nous avons tous et toutes un objectif commun, partagé, très largement transpartisan, offrir le meilleur service de secours aux Français. La proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels apporte des avancées attendues par l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, vous le savez parfaitement, et le gouvernement les soutient. Consolider notre modèle de sécurité civile, pour nous, cela signifie avant tout conforter le volontariat, l'engagement citoyen. Le volontariat, cette spécificité française si précieuse qui permet à notre modèle de porter secours à l'ensemble de nos concitoyens en tout temps, en toutes circonstances, en tout point du territoire. La solidité de ce modèle repose sur les 200 000 femmes et hommes qui, en parallèle de leur travail, de leurs études, de leur vie personnelle ou familiale, volontairement donnent de leur temps, s'engagent pour venir secourir les autres. Ces 200 000 femmes et hommes, ils sont aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels et militaires, le pilier de notre organisation de secours, et ils doivent, je crois, le demeurer. Alors pour conforter le volontariat, il faut l'encourager, il faut le valoriser. Car si l'engagement ne recherche pas la rétribution, il doit néanmoins être reconnu pour que ce modèle se renforce et qu'il perdure. La gratitude de la nation doit pouvoir s'exprimer pleinement quand les citoyens s'engagent pour la servir et la rendre toujours plus forte, toujours plus unie. Plusieurs mesures figurent dans cette PPL pour aller plus loin dans la reconnaissance et la valorisation du volontariat. L'abaissement du seuil de déclenchement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Le ministre de l'Intérieur ouvrira d'ailleurs un champ d'échange avec les financeurs des SDIS pour la revalorisation lui-même qui relève du pouvoir réglementaire. Promotion au cadre d'emploi, au grade ou à l'échelon supérieur selon les cas pour les fonctionnaires décédés en service ou grièvement blessés, création de la qualité de pupille de la République, notamment pour les enfants des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires tués, mise en place de dons de jours de congé au bénéfice de sapeurs-pompiers volontaires. Vous le savez, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et moi-même, nous sommes d'ardents défenseurs de cet engagement citoyen qui n'est ni du bénévolat ni du salariat et qui ne doit pas s'en approcher. Il faut à la fois le faciliter en permettant une meilleure conciliation du volontariat avec l'exercice de l'activité professionnelle, mais aussi l'encadrer pour éviter que certaines pratiques minoritaires ne le déstabilisent. Nous devons aussi et surtout le conforter dans sa spécificité au regard des règles européennes. Après la jurisprudence Matzak et à la suite de notre saisine, la Commission européenne, le gouvernement français a obtenu une réponse qui confirme bien la solidité du système du volontariat. La lecture en séance publique au Sénat est l'occasion de mieux prendre en compte dans le texte le rôle essentiel des associations agréées de sécurité civile. C'est pourquoi le gouvernement va soutenir plusieurs amendements visant par exemple à mieux préciser le champ des réserves de services d'incendie et de secours qui n'ont pas vocation à agir sur le même périmètre de mission que les AASC ou, autre exemple, réprimer plus efficacement les structures qui, bien que dépourvues d'agrément, se permettent d'agir sur le terrain. Le gouvernement sera aussi favorable à l'amendement 166 proposé par les rapporteurs à l'article 34. En effet, nous partageons avec Madame et Messieurs les rapporteurs clairement l'importance de la reconnaissance par la nation de l'engagement des bénévoles de ces associations agréées. La meilleure reconnaissance du rôle de ces associations dans cette proposition de loi nous semble être une brique majeure apportée par le Sénat. Par ailleurs, cette PPL ne se contente pas seulement de consolider le volontariat, elle conforte l'ensemble du modèle de service de sécurité civile. D'abord, elle conforte les missions des sapeurs-pompiers qui ont évolué au cours des 15 dernières années. Elles ont changé de nature. Le secours d'urgence aux personnes est devenu en quelques décennies l'activité principale des services d'incendie et de secours. Il représente désormais plus de 80% des interventions. Dans la très grande majorité des cas, les sapeurs-pompiers interviennent en étroite collaboration avec les acteurs de santé, au premier lieu les services du SAMU Centre 15. C'est toujours en totale complémentarité et sur le terrain avec un très grand professionnalisme qu'ils interviennent ensemble pour offrir le secours le plus rapide et le plus optimal aux victimes, je tiens à le souligner. Il y a là d'une certaine manière urgence à tirer toutes les conséquences de cette évolution en adaptant la loi et nos doctrines opérationnelles aux réalités de terrain. Il y a une certaine urgence à reconnaître les missions des sapeurs-pompiers et ce dans toute leur globalité, y compris celles qui sont liées aux soins qui peuvent être prodigués aux personnes secourues. C'est tout le sens de l'article 2 de cette proposition de loi.
La proposition de loi traite également dans son article 3 du sujet majeur des carences ambulancières qui sont un enjeu important du fonctionnement actuel des services d'incendie et de secours. L'Assemblée nationale a aussi permis de retrouver la maîtrise et la priorisation de ces moyens en permettant la temporisation et l'engagement. La commission des lois du Sénat a souhaité introduire la requalification. Sur ce dernier point, il semble important au gouvernement de pouvoir essayer de respecter les équilibres trouvés entre les services d'incendie de secours et les structures d'aide médicale d'urgence. C'est pourquoi nous proposerons un amendement de rétablissement du texte sur ce sujet. La présente proposition de loi apporte aussi beaucoup en termes de doctrine d'intervention, d'organisation de fonctionnement des services d'incendie et de secours. Le gouvernement a porté des amendements sur les pactes capacitaires, les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets de menace à l'Assemblée nationale. Nous soutenons les amendements devant le Sénat qui visent à élargir les communes soumises à la réalisation obligatoire du plan communal de sauvegarde. Les expériences récentes nous montrent à quel point ces PCS, même simples, et des exercices réguliers peuvent réussir à sauver des vies, car c'est bien de cela dont il s'agit, et c'est cela qui guide ensemble nos réflexions et notre action. Autre enjeu majeur pour conclure dans l'organisation des secours, le traitement de l'alerte. L'article 31 de la proposition de loi va permettre d'expérimenter ce fameux numéro unique des appels d'urgence dans le droit fil de l'engagement pris par le président de la République. Alors je sais que certains jugent que cette écriture eût pu être plus ambitieuse. Je les entends, mais j'aimerais aussi dire qu'il nous faut embarquer tous les acteurs de cette expérimentation. Elle ne sera pas dilatoire, elle sera vraiment fondatrice. Les préfets, les directeurs généraux d'AS en dresseront le bilan. Et sur cet article également, le gouvernement proposera un amendement pour préserver des équilibres qui avaient pu se dégager à l'issue de l'examen de l'Assemblée nationale. L'article 9 de la proposition de loi traite de la modernisation de notre dispositif de prévention. Le déploiement du Cell Broadcast que nous avions annoncé pour 2022 va permettre d'améliorer en temps réel l'alerte et l'information des populations en cas de survenance d'un événement majeur. Il permettra une diffusion massive, une diffusion prioritaire et rapide aux populations exposées à un risque avec des informations essentielles à leur protection. Cette proposition de loi elle est ainsi devenue, au gré des apports successifs hier de l'Assemblée nationale, aujourd'hui et dans les prochains jours du Sénat, et du gouvernement, constamment le support juridique d'une rénovation véritablement profonde de notre modèle de sécurité civile, avec un objectif toujours partagé d'une excellence opérationnelle au service des Français et d'une reconnaissance forte et claire des sapeurs-pompiers et de leur action. J'en souhaite donc l'adoption rapide, adoption que je souhaite évidemment la plus unanime possible. Nous aurons, je le pense, de riches et féconds débats avant d'y parvenir, mais je ne doute pas que nous parviendrons ensemble à atteindre l'objectif tant attendu. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Françoise Dumont, rapporteure de la Commission des lois, pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Depuis de nombreuses années, la Commission des lois donne à la sécurité civile la place primordiale qu'elle mérite. C'est la raison pour laquelle elle a désigné pour cette proposition de loi 3 rapporteurs appartenant aux 3 principales sensibilités politiques de notre Assemblée. Cette configuration aurait sans doute été impossible sur d'autres sujets ou en d'autres lieux, mais elle n'a posé aucun problème, aucune distension, tant nous savons à quel point les enjeux de cette proposition de loi sont fondamentaux pour notre nation tout entière. Je tiens ici à remercier chaleureusement Loïc Hervé et Patrick Kanner, grâce à qui la qualité de notre travail a été, je pense, à la hauteur des enjeux. En effet, initialement déposé par le député Fabien Matras, puis soutenu par le gouvernement, ce texte entend se placer dans la lignée des grandes lois de sécurité civile, au même titre que celle de 1996 relative aux services d'incendie et de secours, ou de 2004 portant modernisation de la sécurité civile. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à considérer que certaines dispositions du texte transmis par l'Assemblée nationale étaient de véritables avancées qu'il ne fallait pas remettre en cause par pur principe. Cette objectivité nous conduit aujourd'hui à partager un certain nombre de points de vue avec le gouvernement.
En revanche, nous avons été particulièrement vigilants lors de l'examen des dispositions qui n'emportaient pas de consensus à leur sortie de l'Assemblée nationale. Les plus sensibles concernent l'expérimentation des plateformes communes de réception des appels d'urgence. L'article 31 de la proposition de loi initiale prévoyait la mise en place du 112 comme numéro d'appel d'urgence unique, ainsi que la mutualisation des plateformes de réception des appels d'urgence. Très attendu par les acteurs de la sécurité civile, ce dispositif a toutefois soulevé de vives protestations de la part des acteurs de la santé qui ont vu une remise en cause possible du principe de la régulation médicale et du service d'accès aux soins récemment mis en place. La commission des lois ne remet pas ici en cause son souhait de voir aboutir à terme un numéro unique et des plateformes communes. Ce souhait a d'ailleurs été conforté par notre déplacement sur la plateforme commune de réception des appels d'Annecy. Toutefois, nous avons considéré que les conditions n'étaient, pour l'heure, pas réunies pour la mise en place définitive d'un tel système sur l'ensemble du territoire national. La Commission a donc conservé le principe d'une expérimentation, mais a apporté des modifications dont certaines sont, pour nous, clairement indispensables. La première concerne la prise en compte des associations agréées de sécurité civile dans le dispositif dont elles étaient exclues, et ce, malgré le caractère incontournable de leurs actions. La deuxième tend à mettre les présidents de SDIS concernés sur le même plan que le représentant de l'État ou le directeur général de l'Agence régionale de santé dans la mise en œuvre de l'évaluation des expérimentations. Enfin, la troisième tend à prévoir qu'en cas de succès de l'expérimentation, un référentiel national relatif au fonctionnement des plateformes serait élaboré par l'ensemble des acteurs concernés dans le respect des prérogatives de chacun. Cette logique de dialogue et d'échange semble impérative pour mener à bien un tel projet de mutualisation. Madame la ministre, ces modifications ne relèvent que du seul bon sens. Et pourtant, vous souhaitez toutes les remettre en cause, sans exception, par l'amendement que vous avez déposé. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Patrick Canet, rapporteur de la Commission des lois, pour 3 minutes. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues rapporteurs, je rejoins la position de Madame Françoise Dumont que je souhaite à mon tour remercier avec Loïc Hervé pour le travail que nous avons mené ensemble, d'une entente totale et sincère. La posture, permettez-moi cette expression, du gouvernement quant aux avancées de la Commission des lois m'interroge. Cela a été rappelé, de notre côté, nous avons au contraire salué les avancées du texte transmis au Sénat. Je fais ici référence aux articles 1er, 2 et 3 qui viennent utilement clarifier le cadre d'intervention des services d'incendie et de secours sous certaines réserves, comme l'expliquera dans quelques minutes notre collègue Loïc Hervé. Je fais également référence aux articles 20 et 21 qui, pour le premier, prévoient des promotions à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels décédés lors de leur service ou ayant commis des actes de bravoure, et pour le second, créer une mention mort pour le service de la République au bénéfice des personnes appartenant à des corps ou entités habituellement exposées à des situations de danger, tout en ouvrant le nouveau statut de pupille de la République pour leurs orphelins. Mais, Madame la Ministre, malgré vos salutations amicales, nous ne sommes pas naïfs. Le projet de loi déguisé que nous examinons aujourd'hui a mis près d'1 an à être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Son examen a été repoussé de mois en mois car le gouvernement n'y trouvait pas à l'époque d'intérêt immédiat. Madame la Ministre, si aujourd'hui la procédure accélérée a été enclenchée par le gouvernement, si ce texte qui concerne directement les départements a été transmis au Sénat en plein milieu des élections départementales, si nous avons dû l'examiner en commission au mois de juillet au pas de course, sous une grêle de projets de loi, si une CMP va être convoquée dans des délais records, c'est, disons-le simplement, parce que le congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers se tient au mois d'octobre à Marseille et que vous souhaitez naturellement y faire bonne figure avec une loi à présenter par le président de la République lui-même. Nous ne sommes pas donc les supplétifs d'un gouvernement déjà en campagne présidentielle, permettez-moi de vous le dire, et nous n'hésiterons pas à repousser l'entrée en vigueur du texte de quelques semaines s'il en va de l'intérêt des actrices et des acteurs de la sécurité civile.
Nos attentes vis-à-vis du gouvernement dépassent ce texte. Je fais ici référence à la jurisprudence Matzak qui a été évoquée par notre collègue Françoise Dumont et vous-même d'ailleurs, qu'il n'y a plus besoin de présenter dans notre hémicycle et par laquelle la Cour de justice de l'Union européenne considère que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être assimilés à des travailleurs. Certes, l'article 22A de la proposition de loi tend à contrer cette jurisprudence, vous l'avez rappelé. Mais son niveau législatif le rend parfaitement inopérant face à une jurisprudence de niveau européen. Ce texte, très clairement, est l'occasion pour nous de vous demander, Madame la Ministre, et au gouvernement, s'il compte soumettre une réponse juridique effective à ses partenaires européens à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. C'est l'occasion ou jamais de faire bouger les lignes. Madame la Ministre, vous l'aurez compris, nous sommes là pour défendre l'intérêt général, vous pouvez compter sur nous. Et l'intérêt général ne se résume pas à la course un peu contre la montre que vous nous imposez dans le cadre de l'agenda parlementaire. Mais sachez que nous serons constructifs pour préserver la sécurité civile de notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Monsieur Loïc Hervé, rapporteur de la Commission des lois, pour 3 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'arrêt Matzak et l'expérimentation des plateformes uniques n'ont pas été les seuls sujets d'attention de notre Commission des lois. La proposition de loi se penche également sur le problème épineux des carences ambulancières. Relevé dès 2016 par le rapport de la Commission des lois du Sénat intitulé « Secours à personne, proposition pour une réforme en souffrance », les carences ambulancières recouvrent les cas où, à la demande du SAMU, le SDIS réalise des transports sanitaires pour pallier l'absence d'autres moyens, dont ceux des ambulanciers privés. Ces carences sont dénoncées par les acteurs de la sécurité civile, car d'une part, la qualification d'une mission en carence relève principalement de l'appréciation du médecin régulateur du SAMU, et d'autre part, le montant de l'indemnisation des SDIS s'élève à 123 € par carence, alors que le coût moyen qu'il supporte est estimé entre 450 et 500 €. En outre, ces créances sont parfois difficilement recouvrées par les SDIS. In fine, le développement de ces carences, ajouté à leur mauvais remboursement, conduit à un transfert de charges de fait entre le niveau national, qui finance les SAMU, et les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les départements et les communes, qui financent les SDIS. Nous avons donc été très défavorables à l'article Nous avons donc été très favorables à l'article 3 de la proposition de loi qui donne une définition objective de la carence ambulancière. C'est une vraie avancée qu'il faut reconnaître. Néanmoins, la Commission des lois a jugé utile d'adopter un amendement qui tend, d'une part, à supprimer l'obligation de prescription médicale pour pouvoir qualifier une intervention de carence ambulancière, et d'autre part, à rétablir la possibilité de procéder à la requalification a posteriori de cette carence. Cette précision permettra aux SDIS d'être justement indemnisés lorsqu'ils ont réalisé une intervention à la demande du 15, dont il s'est avéré par la suite qu'elle relevait en pratique de la carence ambulancière. À cet égard, je comprends mal l'amendement du gouvernement qui propose la suppression de ce que nous avons apporté. L'examen de cet amendement nous permettra de débattre de ce point. Enfin, je souhaite finir sur un point positif, puisque certains apports de la Commission des lois n'ont pas fait l'objet d'amendements ni du gouvernement, ni de la part de vous, mes chers collègues. Le premier porte sur la mise en place de référents sécurité au sein des SDIS. Ils seront notamment compétents pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs-pompiers. Il s'agit de l'une des propositions du rapport de la Commission des lois de 2019 sur la sécurité des sapeurs-pompiers. Et le second concerne la possibilité ouverte à l'ensemble des conseillers municipaux de représenter leur commune ou leur EPCI au conseil d'administration des SDIS, alors que cette faculté n'est actuellement ouverte qu'aux maires ou aux adjoints. Cet apport fait écho à la création par la proposition de loi d'un correspondant incendie et secours au sein de chacun des conseils municipaux. Mes chers collègues, Madame la Ministre, ce dernier point me pousse à être optimiste quant à l'avenir de ce texte. Nous sommes persuadés que la sagesse du Sénat ne manquera pas de persuader nos collègues députés. C'est en tout cas le souhait que nous formulons avec Françoise Dumont et Patrick Caner. Merci. Le 21, 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 36,
Madame Brulin va le présenter. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous partageons bien évidemment la volonté de donner la qualité de pupille de la nation aux enfants des sapeurs-pompiers tués dans des circonstances et que la loi propose de préciser par la mention de mort pour le service de la République. Mais il nous semble qu'on pourrait faire les choses, si je peux le dire ainsi, un peu plus directement et de garantir que les enfants en question puissent réellement bénéficier du statut aux côtés de celui des pupilles de la nation. Et donc, dans un objectif de clarté et de simplification, nous proposons non pas qu'il y ait des renvois à ce statut particulier, mais qu'il leur soit directement attribué, qu'ils bénéficient bien de la même protection que les pupilles de la nation, et donc qu'on l'inscrive directement dans le texte sans passer par les renvois tels qu'ils sont exprimés aujourd'hui. Merci. Merci Madame Brulin. Nous passons à l'avis de la Commission. Ah pardon, oui, excusez-moi, on est en discussion commune. Le 84. C'est Monsieur Durin qui le présente. Merci Madame la Présidente. L'article 21 de la proposition de loi crée un nouveau statut de pupille de la République pour les orphelins des personnes dont l'acte de décès porte la mention « mort pour le service de la République », militaires ou agents publics appartenant à des corps ou entités habituellement exposés à des situations de danger, tels les agents de police, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les agents des douanes ou de l'administration pénitentiaire, ainsi que les sauveteurs en mer. Cet article important vient concrétiser un engagement du Président de la République. Il permet à l'État d'exprimer sa gratitude et sa reconnaissance de manière officielle envers ceux qui meurent en service. Il permettra à leurs enfants d'être soutenus et accompagnés en tant que pupilles de la République. Nous vous proposons de parachever la création de ce nouveau statut afin de venir en complément des dispositifs qui existent déjà. Nous pensons qu'il est utile de conforter les missions de protection et de soutien matériel et moral apportés aux enfants des sapeurs-pompiers et des personnels de la sécurité civile accomplis par l'œuvre des pupilles orphelins et le Fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France, ODP, comme le fait l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les militaires dans le cadre du statut de pupille. L'ODP est une association à but non lucratif créée en 1926 et reconnue d'utilité publique depuis 1928. Elle prend actuellement en charge plus de 1416 orphelins de sapeurs-pompiers. L'ajout proposé nous semble nécessaire. Cet amendement s'inscrit dans la logique d'une structure adaptée et nous paraît de se faire approprier. C'est pour ça que nous vous proposons de l'adopter. Merci, chers collègues. Et le 69 rectifié, il est présenté par Monsieur Chassaing. C'est exactement le même amendement qui vient d'être décrit par mon collègue. Merci, chers collègues. Et donc maintenant, nous passons à l'avis de la Commission sur ces trois amendements identiques. Madame la Présidente, sur l'amendement numéro 36, alors que le projet de loi prévoit de créer une qualité de pupille de la République qui serait attribuée aux enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention mort pour le service de la République, Madame Assassi propose que ces enfants bénéficient directement de la qualité de pupille de la nation déjà existante. Il existe cependant des distinctions entre le statut proposé de pupille de la République et celui existant de pupille de la nation. Contrairement aux pupilles de la nation, il ne serait pas nécessaire pour lui reconnaître la qualité de pupille de la République que l'enfant soit adopté par la nation. En conséquence, la qualité de pupille de la République n'entraînerait aucun rôle particulier de l'État en matière de tutelle ou de placement de l'enfant. Cette évolution nous a semblé de nature à simplifier la gestion de ce nouveau pupillat qui serait centré sur les aides apportées par l'État en matière éducative, sociale et fiscale. C'est pourquoi il nous semble pertinent de conserver la création du pupillat de la République. L'avis de la Commission est défavorable. Et il y a les deux autres avant, pardon, monsieur le rapporteur. Il y a trois amendements. Et donc pour les deux amendements suivants, Madame la Présidente, le 84 et le 69 rectifiés, messieurs Durin et Chassaing proposent de confier à l'œuvre des pupilles orphelins du Fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France l'accompagnement des enfants des sapeurs-pompiers et personnels de la sécurité civile pupilles de la République. Si nous comprenons l'objectif poursuivi, l'attribution de l'accompagnement des pupilles de la République à tel ou tel organisme relèvera d'une convention entre cet organisme et l'État. Il est en effet nécessaire de définir les aides financières attribuées par l'État pour cet accompagnement, ce que nous ne pouvons pas faire dans la loi. Donc c'est une demande de retrait pour ces deux amendements et à défaut un avis défavorable. Merci. Et donc maintenant, Madame la Ministre, sur ces trois amendements. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et les sénatrices. Je serai un petit peu longue exceptionnellement compte tenu de la sensibilité du sujet. D'abord, je veux commencer par adresser en notre nom à tous une pensée à tous les enfants et à toutes les familles endeuillées qui peut-être sont en train de regarder nos débats.
Pour répondre au premier amendement, le numéro 36, c'est un amendement qui souhaite donc attribuer le statut de pupille de la nation aux orphelins dont le parent décédé est reconnu mort pour le service de la République. Je veux d'abord rappeler que le statut de pupille de la nation, il est intimement lié au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans la mesure où l'orphelin y est éligible dès lors que son parent a notamment, par exemple, été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ou d'une OPEX, c'est-à-dire des circonstances qui rendent éligible, pardon d'être un peu administrative, à la mention « mort pour la France ». Peuvent également être pupilles de la nation les orphelins d'agents publics tués du fait de l'acte volontaire d'un tiers ou d'un acte de terrorisme tel que prévu par le Code et qui ont vocation à être bénéficiaires, entre guillemets, de la mention « mort pour le service de la nation ». Le gouvernement propose, dans le cadre de l'article 21, que les enfants de moins de 22 ans des personnes reconnues mortes pour le service de la République, du fait notamment de l'accomplissement de leurs fonctions dans des conditions impliquant un danger ou un risque particulier non lié à l'acte volontaire d'un tiers, puissent aussi bénéficier de la qualité de pupille de la République. Si les deux statuts de pupille sont formellement distincts juridiquement, les droits associés à la qualité de pupille de la République sont par équité pour les orphelins endeuillés par le décès tragique de l'un de leurs parents, très similaires à ceux octroyés aux pupilles de la nation, en particulier pour ce qui concerne la matérialité de l'accompagnement qui leur est dispensé et les aides financières qui leur sont légitimement accordées. En outre, je veux dire que le pupillat de la République ne prévoit pas, comme le pupillat de la nation, de procédure d'adoption devant le juge. Il en résulte du coup certes une moindre charge symbolique, mais aussi surtout une plus grande facilité et un délai potentiellement raccourci pour la mise en place de l'accompagnement, ce qui a été relevé dans tous les travaux préparatoires. Ce sont les raisons pour lesquelles le gouvernement émet un avis défavorable à ce premier amendement. En ce qui concerne les amendements numéros 84 et 69 rectifiés, ce sera une demande de retrait. Je veux dire que le présent article précise dans l'alinéa 25 que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut se voir confier par convention pour le compte de l'État l'accompagnement des pupilles de la République. Cette disposition, elle ouvre donc déjà une possibilité qu'il était indispensable de prévoir explicitement pour que cet opérateur de l'État, avec des missions bien délimitées, puisse se voir confier pour le compte et par financement d'un ministère autre que celui des armées, le suivi des pupilles de la République. Une telle disposition ne nous semble donc pas nécessaire pour confier cette mission à une association dédiée en fonction des métiers et en l'espèce les sapeurs-pompiers. L'opportunité de confier cette mission à une association à but non lucratif au moyen d'un financement unique de l'État et sous son autorité doit faire l'objet d'études préalables et notamment juridiques. Et c'est pour toutes ces raisons que le gouvernement propose de retirer cet amendement et à défaut émettra un avis défavorable. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Ministre. Il y a une demande d'explication de vote. Je vous en prie, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Nous allons retirer notre amendement, convaincus notamment, et ce n'est pas pour vous faire offense Madame la Ministre, par les arguments du rapporteur, puisqu'effectivement le fait d'être pupille de la nation implique une adoption par la nation et on comprend bien la charge symbolique, affective, psychologique que ça peut représenter. Nous souhaitions simplement, et je pense que nos collègues sont dans le même état d'esprit, insister et garantir que les enfants en question soient accompagnés et bénéficient du même soutien que les pupilles de la nation. Mais je crois qu'on a eu des garanties en ce sens. Je vous remercie. Merci Madame Brulin. Et donc le 36 est retiré. Il en va de même pour le 84, il est retiré. Le 69 rectifié Monsieur Chassaing est retiré. Je vous remercie. Nous passons au 129. Il est présenté par Monsieur Hay. Merci Madame la Présidente, chers collègues. L'article 21 du projet de loi tend utilement à créer une mention mort pour le service de la République, ainsi que la qualité de public de la République pour les enfants des personnes auxquelles cette mention aura été attribuée. En revanche, les alinéas 20 à 22, introduits lors de l'examen en commission du Sénat, visent à préciser au sein de l'alinéa 411-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre l'impossibilité de cumul du bénéfice de ce dispositif avec d'autres dispositifs de protection existants. Or, ce principe de non-cumul est d'ores et déjà traité au niveau de l'alinéa 18 de l'article, dont je vous ferai grâce de la lecture exhaustive. Donc, tout simplement, le présent amendement propose en conséquence de supprimer les alinéas 20 à 22 de l'article 21, qui apparaissent redondants avec son alinéa 18 et superfétatoires. Merci. Merci, chers collègues. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur.
Madame la Présidente, nos collègues du groupe RDPI souhaitent par leur amendement supprimer une coordination que nous avons apportée en commission, estimant qu'elle serait superflue car le non-cumul des régimes est déjà prévu par ailleurs. Or, le principe même des coordinations est cependant de faire en sorte que l'ensemble des dispositions de notre législation soient harmonisées entre elles. Puisque nous sommes d'accord sur le fond du dispositif, je ne vois pas qu'il y ait une difficulté à ce que le non-cumul de qualité de pupille de la République avec d'autres dispositifs de protection soit expressément indiqué à d'autres endroits de notre corps législatif qui traite de non-cumul. C'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci. Madame la ministre. Avis favorable, Madame la Présidente. Avis favorable. Je mets aux voix le 129 qui a reçu un avis défavorable de la Commission, favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons au 108 rectifié bis. C'est Monsieur Leroy qui le présente. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, jusqu'à présent, le ministre des Armées pouvait décider d'attribuer la mention mort pour le service de la nation au bénéfice d'une part des militaires tués en service ou en raison de leur qualité de militaire et d'autre part des autres agents publics tués en raison de leur fonction ou qualité. L'alinéa 23 de l'article 21 que cet amendement se propose de supprimer ajoute une condition à cette attribution, à savoir que le décès soit intervenu du fait de l'acte volontaire d'un tiers. Nous considérons que ces hommes et femmes engagés et morts pour la nation méritent une juste reconnaissance. Tel est l'amendement de notre collègue Henri Leroy. Merci, Monsieur Burgoa. Là, nous passons à l'avis de la Commission. Et qui présente l'avis de la Commission? C'est Monsieur Hervé. Madame la Présidente, la création d'une nouvelle mention « Mort pour le service de la République » portée par l'article 21 de la proposition de loi vise cependant à mieux reconnaître l'engagement exceptionnel des personnes qui décèdent dans l'exercice de leurs fonctions. La mention « Mort pour le service de la Nation » serait réservée aux personnes tuées parce qu'elles représentaient dans leur fonction la République, tandis que « Mort pour le service de la République » acterait la reconnaissance de la France pour l'engagement exceptionnel d'une personne ayant conduit à son décès. Cet effort de distinction me paraît louable et c'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amendement. Demande de retrait ou avis défavorable. Merci. Madame la Ministre. Même avis que la Commission, Madame la Présidente. Bon, merci. Il est retiré. Merci, Monsieur Burgoa. Le 108 est retiré. Je mets aux voix l'article 21. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 21 bis. Même vote. Il est adopté. Article 22A. 3 amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune. Le 37. C'est Madame Kuckerman. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On a souvent tendance à dire qu'il vaut mieux éviter les lois bavardes et cet article en est certainement un bel exemple, même si nous pouvons en comprendre le sens et la volonté d'être un bouclier à la menace européenne, planant sur notre modèle de sécurité civile largement dépendant du volontariat, mais qui d'ailleurs pèse aussi sur bien d'autres engagements bénévoles et volontaires sur d'autres secteurs. Cependant, ces conséquences juridiques ne peuvent être à la hauteur de ces ambitions puisque, de fait, et cela aussi est rappelé souvent, le droit européen prime sur le droit français. Ce premier constat nous amène donc, comme d'autres collègues ici, à demander la suppression de cet article pour faire un appel au gouvernement sur son absence de portée. La directive européenne sur le temps de travail de 2003, puis la jurisprudence Matzak de 2018, appliquent en effet aux pompiers volontaires des règles sur l'aménagement du temps de travail, comme le plafonnement à 48 heures par semaine de l'activité cumulée entre travail et volontariat, le repos de sécurité quotidien et le paiement des cotisations salariales. Nous partageons bien évidemment l'inquiétude générale face à l'application de ces règles en France où le statut de pompier volontaire est largement majoritaire et je crois que beaucoup l'ont redit depuis hier et qu'il nous faut savoir préserver, protéger en l'articulant bien évidemment avec une présence d'un certain nombre de pompiers professionnels. Cependant, comme je l'ai dit, le présent article ne résout ni le problème de l'application du droit européen, ni les dérives qui peuvent parfois apparaître sur la situation du statut de volontaire, du statut de pompier volontaire. C'est pour toutes ces raisons que nous proposons la suppression de cet article. Merci, chers collègues. Nous passons à la présentation du 104 par Monsieur Benaroche. Oui, merci Madame la Présidente. Pas grand-chose à rajouter en fait aux propos de Patrick Caner. La discussion générale et à ceux de Madame Kuckerman à l'instant.
J'entends la volonté du gouvernement de sauvegarder le modèle de volontariat au cœur de l'organisation des pompiers. De nombreuses questions ont été posées dans cet hémicycle depuis le début des débats pour vous alerter sur cette nécessité très forte d'intervenir afin de préserver ce modèle. Nous ne pensons pas que l'article 22A pourra suffire, ni qu'il ait une quelconque portée offrant une sécurité juridique probante. Aussi, au travers de notre demande de suppression commune, il ne faut absolument pas voir notre opposition à la préservation du volontariat, tout au contraire, mais notre profond attachement à ce dernier, et nous souhaitons donc un engagement fort du gouvernement pour intervenir au niveau de la réglementation européenne, en particulier à l'occasion de la prochaine présidence française de cette communauté européenne. Merci, cher collègue. Et maintenant, le 162, présenté par M. Caner, rapporteur. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, on arrive à l'un des points durs de ce texte, manifestement, le fameux arrêt Matzak, la directive de 2003. Nous partageons, je devance l'avis qui sera émis par les rapporteurs sur les deux amendements présentés à l'instant par nos collègues. Il est clair que cette jurisprudence appliquée au système français de sécurité civile, qui compte, je le rappelle, 80% de sapeurs-pompiers volontaires, aurait des conséquences insurmontables pour l'organisation du travail, mais aussi pour le financement de ces sapeurs-pompiers volontaires. Ça conduirait à plafonner leur nombre d'heures de mission et à rémunérer l'ensemble des gardes répondant à certains critères fixés par cette jurisprudence. Jurisprudence qui commence à avoir des extensions. Madame Harribey, hier, l'a évoqué très clairement, notamment sur les militaires. Donc, nous sommes un peu entre le marteau et l'enclume, entre notre attachement à l'Union européenne et la réalité du bon fonctionnement et souverain des instances françaises en matière de volontariat. C'est un sujet qui ne remonte pas hier. Je voudrais vous rappeler le rapport de Madame Tronlet, que chacun ici apprécie pour son engagement sur la question notamment des sapeurs-pompiers volontaires. En mai 2018, le rapport de cette mission volontariat remis au ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, était sans appel. Nous demandons au président de la République et au gouvernement d'exprimer une position politique déterminée auprès du Conseil de l'Union et de la Commission européenne pour exempter les sapeurs-pompiers volontaires de toute application de la directive sur le temps de travail. Qu'en est-il devenu depuis? Il y a eu des réponses. 15 février 2019, Commission européenne, à mon avis insatisfaisante, essayant de nous rassurer. Il y a eu aussi les tentatives du gouvernement, Madame la Ministre, vous les avez rappelées hier dans votre intervention au plateau. Nous sommes inquiets, pour le dire très, très simplement, et nous pensons que finalement la suppression de cet article 22, porté par les rapporteurs et par d'autres groupes ici présents, est une manière de vous interpeller pour qu'à l'occasion, encore une fois, de la présidence française de l'Union européenne, nous puissions faire évoluer le droit en application, parce qu'aujourd'hui, l'article 22 tel qu'il est rédigé n'a aucune portée juridique face à la Cour de justice de l'Union. Merci, monsieur le rapporteur. Nous passons, donc l'avis de la commission est favorable, donc nous passons à l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Alors j'entends l'interpellation de Monsieur le Président et à travers lui de la Commission et du Sénat, et c'est pourquoi nous allons donner un avis de sagesse, mais je souhaite néanmoins pouvoir apporter des éléments de réponse. D'abord, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, il a été largement partagé le fait que la mesure proposée à cet article emportait essentiellement un soutien clair au volontariat et voulait réaffirmer par une mesure adoptée à l'unanimité sur tous les bancs que l'activité de sapeur-pompier volontaire ne puisse pas être assimilée à celle de travailleur. Pour autant, bien sûr, le gouvernement partage le point de vue des rapporteurs sur le caractère peu opérant de la mesure portée par cet article. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison essentiellement que nous nous en remettons à la sagesse de votre Assemblée sur cet amendement. Je souhaite néanmoins pouvoir profiter de cette discussion et de cet amendement pour vous préciser qu'après un travail soutenu avec les services de la Commission européenne, nous avons pu conforter la position de la France sur l'absence d'applicabilité de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, la DETT. Ainsi, l'arrêt Matzak de la Cour de justice de l'Union européenne n'implique nullement que tout sapeur-pompier volontaire devrait automatiquement être considéré comme un travailleur au sens de la DETT. C'est très clair.
Pour autant, ces échanges ne permettent d'offrir des garanties raisonnables pour faire durer notre modèle de volontariat que pour autant que l'on traite les situations locales, minoritaires probablement, qui pourraient les fragiliser devant les juridictions. Il nous semble en effet utile de préciser que ces échanges ne lient en rien la commission ou une juridiction nationale, alors que des contentieux sont déjà en appel en France, que certains renvois préjudiciels pouvant avoir un impact sur les activités de sapeurs-pompiers sont en cours et qu'il nous faut encore agir pour traiter au mieux ces fragilités. En ce sens, nos services ont lancé une large concertation visant tout d'abord à disposer d'un point précis de situation de l'organisation du recours au volontariat dans les services d'incendie et de secours, ainsi que des propositions concrètes qu'ils peuvent faire pour traiter les fragilités qu'ils auraient identifiées. Cet état des lieux qui est en cours de consolidation, il sera suivi par la mise en place de groupes de travail constitués, comme le ministre de l'Intérieur s'y est engagé, pour partager les constats et pour identifier les nouvelles actions correctrices à entreprendre ensemble. À l'issue de ces travaux viendra le troisième temps, celui des ajustements. Ils n'auront pas vocation à imposer des contraintes inadaptées au territoire, mais au contraire à poser les bornes acceptables et nécessaires au respect des exigences de l'Union européenne. Vous l'aurez compris, ces mesures elles doivent être de nature à nous prémunir des fragilités évoquées face à de possibles contentieux. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, ont évoqué l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Je souhaite y revenir rapidement pour dire que la France prendra une initiative pour la valorisation de l'engagement citoyen et ce travail complémentaire, il permettra d'asseoir davantage notre modèle de sécurité civile. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement est pleinement engagé en liaison étroite avec les services d'incendie et de secours et l'ensemble de leurs acteurs et partenaires dans la consolidation de notre modèle de volontariat et je sais pouvoir compter sur vos analyses et bien sûr vos propositions. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je vais donc passer la parole pour commencer à Monsieur Chassaing pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc j'interviens à mon tour sur cet article qui a fait l'objet, comme ça vient d'être dit par la Ministre, d'un large consensus à l'Assemblée nationale. Bon, si je comprends les arguments juridiques et l'objectif louable de la Commission, je vais quand même rappeler les conséquences de la décision européenne MATSAC qualifiant les sapeurs-pompiers volontaires de travailleurs seront lourdes pour eux également pour notre système de secours. L'article qui a été écrit a une portée limitée par rapport à la directive européenne. Si le temps d'intervention des sapeurs-pompiers volontaires était comptabilisé dans le temps de travail, cela équivaut à supprimer une très grande partie des sapeurs-pompiers volontaires qui sont souvent à plus de 80% en milieu rural. Ce serait donc catastrophique. J'ai eu l'occasion à 2 reprises de poser une QAG sur le sujet durant les 2 dernières années sans recevoir pour l'instant de réponse satisfaisante du gouvernement, sauf sa volonté de faire avancer le sujet. Je connais les difficultés du dossier au niveau européen, l'engagement de la France à les surmonter, mais une solution devient désormais urgente. Si la présidence française du Conseil de l'Union européenne doit nous aider à faire avancer ce dossier, ce que je souhaite, sachez que nous restons vigilants et qu'une solution doit être trouvée rapidement. Merci. Merci Monsieur Chassaing. Madame Harribey, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Nous n'avons pas présenté d'amendement dans ce sens-là pour notre groupe parce que l'amendement des rapporteurs présenté en commission nous semblait satisfaisant et j'ai souligné en DG que nous félicitions les rapporteurs et que nous suivions les rapporteurs. Je voulais juste ajouter par rapport aux propos de Madame la Ministre que faire un bilan pour savoir où on en est alors qu'on sait tous qu'on a 80% de volontaires, ce chiffre est suffisant pour aller directement au but. Monsieur Chassaing l'a souligné, nombre de questions orales, questions écrites et le rapport de Madame Truntley montrent qu'il fallait de manière urgente régler le problème juridique et les réponses, comme je l'ai souligné dans la DG hier, sont des réponses incantatoires. Et cet article est un article incantatoire. Et je dirais même qu'il risque d'être contre-productif par rapport à l'Union européenne, parce que quand on inscrit dans la loi, on veut que ça soit appliqué, et le jour où on est devant une jurisprudence européenne qui ne tient pas compte de ça, eh bien c'est facile de dire c'est la faute à l'Europe. Et en ce sens, c'est contre-productif par rapport à notre désir à tous de faire avancer l'Union européenne, notamment sur cette question-là. Et donc ça devient vraiment une question politique de modèle social, et à partir du moment où il y a une jurisprudence
jurisprudence qui touche aussi la question de l'armée, avec la dernière jurisprudence par rapport à l'État slovène, eh bien, il faut vraiment aller droit au but et apporter une solution juridique, mais qui demande une détermination politique. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Bonhomme. Merci, Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, moi, ça fait effectivement depuis de nombreuses années maintenant que nous souhaitons sortir de ce point de blocage à venir. Cet article me paraît l'occasion vraiment d'insister sur les conséquences de cet arrêt du 21 février 2018 qui a attribué la qualification de travailleur aux sapeurs-pompiers volontaires et qui, en application à la directive sur la durée du temps de travail et les temps de repos. Tout le monde l'a dit ici et sur tous les bancs, je crois à peu près. Cela menace fortement notre système de sécurité civile. Ça fait plus de 3 ans que nous vous alertons régulièrement sur ce sujet-là, surtout dans les SDIS les plus ruraux, ceux qui font appel au plus aux volontaires. On dit 80% en moyenne, mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus encore. Et on voit bien que c'est impraticable à terme. Les conséquences seraient évidemment dramatiques sur le plan opérationnel, sur le plan budgétaire évidemment, sur le plan organisationnel, en plafonnant le nombre d'heures de mission et en rémunérant l'ensemble des temps de garde qui répondraient aux critères fixés par cette jurisprudence. Alors, et puis le Sénat lui-même a fait ce travail-là. Je rappelle que notre ancienne collègue Catherine Troendlé, dans le cadre de son rapport sur la mission volontariat, avait déjà alerté le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb. Je rappelle que également les avis budgétaires sur la sécurité civile, sur le programme 161, avaient aussi pointé cette difficulté insurmontable. Notre collègue Richard, par la voix de la Commission des Affaires européennes, avait également fait de même. Donc ces alertes, j'allais dire générales et répétées sur la pérennité de notre dispositif de sécurité civile, personne ne peut l'ignorer. Mais depuis, chaque fois que vous avez interpellé, vous ou les membres du gouvernement, vous avez fait à peu près les mêmes réponses dilatoires ou lénifiantes, à savoir merci de nous alerter, merci de nous donner pleine conscience de ces difficultés, et vous venez à nouveau de renouveler l'opération, Madame la Ministre, mais il faudrait peut-être chaque fois ne pas s'en remettre à de nouvelles possibilités, à savoir aujourd'hui la présidence de la France au sein de l'Union européenne, pour toujours trouver des manières dilatoires et finalement de gagner du temps. Le problème, c'est que maintenant les SDIS sont de plus en plus inquiets et à chaque réunion des pompiers, on évoque les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, je m'excuse, mais nous n'avons pas avancé malgré toutes les alertes qui ont été ici renouvelées. Merci, chers collègues. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. Je mets donc aux voix les 3 amendements identiques de suppression qui ont reçu un avis favorable de la Commission et une sagesse du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Je mets aux voix... Ah ben, il est supprimé l'article. Nous arrivons à l'article 22 et nous avons une demande de parole de Madame Deveza. Madame la Présidente, Madame le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, avant tout, je précise que cette prise de parole était, je la prends en lieu et place d'Elisabeth Doineau. Très bien. La présente proposition de loi se donne pour objectif de consolider notre modèle de sécurité civile qui repose à plus de 80% sur des sapeurs-pompiers volontaires et de conforter leur engagement de volontariat. Ainsi, l'article 23 clarifie la notion d'accident de service pour une meilleure prise en charge des sapeurs-pompiers volontaires par la sécurité sociale. L'article 24 bis permet aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier de dons de jours de congé. Et l'article 22 prévoit un abaissement de 5 ans de la durée d'engagement ouvrant droit à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Je me félicite que le Sénat ait renforcé cette démarche. Nos collègues rapporteurs ont réécrit l'article 30 afin de faciliter l'attribution du label employeur partenaire des sapeurs-pompiers et la mise en œuvre du mécanisme de réduction d'impôt au titre du mécénat au bénéfice d'un dispositif de réduction de cotisations sociales patronales déjà adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFSS 2019. Je l'ai dit, l'article 22 prévoit donc un abaissement de 5 ans. Ce choix comprend au vu de la nécessité de ne pas renforcer la notion de travailleur au regard de l'impasse de l'arrêt Matzak. En effet, de nombreux éléments concourent déjà à un risque d'assimilation des sapeurs-pompiers volontaires au statut de travailleurs. Le fait qu'ils soient indemnisés
soumis à un respect de règles notamment, un lien de subordination et qu'ils ne puissent totalement vaquer librement à leurs occupations notamment. Cependant, il faudra faire preuve de pédagogie auprès des premiers intéressés qui, pour certains, jugent ce nouveau dispositif décevant par rapport à d'anciennes pistes, longtemps envisagées comme la bonification en trimestre de retraite, mais qui s'avèrent incompatibles à l'heure actuelle avec l'arrêt Matzak. C'est notre devoir en tant que parlementaires de favoriser et de reconnaître l'engagement de ceux qui risquent leur vie au service de l'intérêt général. Souhaitons que ce texte y contribue. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous passons donc maintenant à la présentation du 163 et il est présenté par M. Caner. Amendement de précision, Madame la Présidente. Je vous remercie. Madame la Ministre. Avis favorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je mets donc aux voix l'amendement 163 de la Commission qui a reçu un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 22 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Article 25 bis, 124 rectifié. Madame Bourra. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à favoriser l'accès des sapeurs-pompiers volontaires au logement social en prévoyant des objectifs d'attribution à l'image du dispositif récemment adopté à l'égard des personnes exerçant une activité professionnelle dans un secteur essentiel. Il s'inscrit dans le travail initié par le Sénat à l'occasion du projet de loi 3DS qui tendait à prendre en compte le besoin de logement à proximité de leur travail pour les travailleurs clés exerçant dans un secteur concourant à la continuité de la vie de la nation. Les sapeurs-pompiers volontaires qui assument à la fois des missions de secours et de soins, dont la crise sanitaire a rappelé le caractère indispensable, doivent être inclus dans ce dispositif. Eu égard au caractère indispensable du volontariat, qui représente 79% du corps des sapeurs-pompiers français et sur lequel repose l'essentiel de notre modèle de protection civile, il apparaît juste et proportionné de favoriser l'engagement par l'amélioration des conditions matérielles et logistiques de nos hommes en les intégrant au dispositif susnommé. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, on peut entendre la proposition qui vient d'être faite par notre collègue. C'est un amendement qui prévoit donc la détermination par convention intercommunale d'attribution d'objectifs d'attribution de logement social aux sapeurs-pompiers volontaires, pour les rapprocher de leur lieu de travail, chacun l'a bien compris. Il vise ainsi à poursuivre avec plus d'efficacité l'objectif posé par l'article 25 bis de la proposition de loi que nous examinons à l'instant, mes chers collègues. Donc, cet amendement propose une imputation dans le code de la construction et de l'habitation qui semble plus adéquate et un dispositif plus opérant. Nous émettrons un avis favorable, même si nous avons une discussion sur le fait que ce n'est pas toujours évident de donner priorité à autant de priorités quand il s'agit de trouver un logement social. Néanmoins, donc, l'intention est louable. Avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Le projet de loi 4D, on l'a rappelé, comporte dans son volet logement social un objectif d'attribution de ces logements pour ceux qu'on appelle les travailleurs clés de la nation. Et bien sûr, les sapeurs-pompiers ont évidemment vocation à entrer dans ce cadre. C'est pourquoi nous souhaitons que le dispositif qui est porté dans le PJ 4D puisse être privilégié. Dès lors, il ne nous apparaît pas souhaitable de devoir modifier la proposition initiale de cet article au risque d'avoir deux dispositions concurrentes et donc inopérantes en droit ensuite. Donc en conséquence, même si nous partageons l'objectif, je vous propose de retirer votre amendement pour plus d'efficacité dans la rédaction de la loi et à défaut, ce serait un avis défavorable du gouvernement. Merci Madame la Ministre, vous maintenez votre amendement, chers collègues, et donc je vais mettre aux voix l'amendement 124 rectifié qui a reçu un avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté et donc l'article 25 bis est ainsi rédigé. Nous passons à l'article 31 et nous avons deux demandes de parole. D'abord, Monsieur Guy Benaroche. Merci Madame la Présidente. L'expérimentation qui est proposée par cet article 31 part d'une idée logique, puisque effectivement la régulation et les transferts d'appels peuvent parfois amener à des délais supplémentaires dans le déploiement de l'assistance. Je ferai remarquer que nous devrions plus parler d'ailleurs d'une plateforme de traitement unique regroupée dans un même lieu,
plutôt que d'un numéro unique. Bon. Plusieurs points cependant appellent également notre vigilance. Tout d'abord, en tant que représentant des territoires, je pense que nous pourrons témoigner, en tout cas je peux le faire dans le mien de territoire, que cette coordination souhaitée peut exister déjà dans certains endroits, même si elle n'est pas formalisée de la même façon que par cette expérimentation. Aussi, cette expérimentation et son analyse devront prendre en compte les équilibres existants déjà à ce jour. Il est possible que cela soit ici un réel apport pour certains territoires, mais que là, les éléments, les spécificités des initiatives locales déjà en place amèneraient en fait à une désorganisation inutile si nous généralisions cette expérimentation. Les questions en plus de leadership dans la prise de décision ou d'organisation sur le long terme d'une telle plateforme unique doivent s'accompagner d'une réflexion accrue sur les mécanismes de financement et de compensation. S'il est retenu que les médecins SAMU organisent les sorties d'urgence des pompiers pour répondre aux appels, ils deviennent responsables, nous l'avons déjà dit, d'une dépense départementale. À l'inverse, si les pompiers sont en charge de faire sortir des véhicules SAMU dans le cadre de cette expérimentation, ils engagent une dépense ne relevant plus de leur budget. En dehors de guerres de clochers qui peuvent exister, la responsabilité des dépenses devrait aussi être abordée en amont de cette expérimentation. Enfin, ce numéro unique ne doit pas cacher les difficultés qui vont arriver en aval. J'ai pu le rappeler, mais que ce soit les pompiers ou le SAMU, le point d'arrivée de cette prise en charge sont toujours les urgences hospitalières. La crise sanitaire a permis d'observer une spectaculaire baisse de la fréquentation des urgences, mais ces services redeviennent peu à peu saturés. La réflexion du numéro unique ne saurait être trop découplée de la réflexion sur le service d'accès aux soins, SAS, actuellement lui-même en expérimentation, qui pourrait être associé, ce service d'ailleurs, à une téléconsultation. Aussi, en l'état actuel, notre groupe ne votera pas cet article, qui n'apporte pas les garanties d'une réelle réflexion demandée par tous pour une expérimentation plus large de la prise en charge. Merci, Monsieur Benaroche. Avant de donner la parole à Monsieur Cigolotti, juste vous informer qu'il nous reste 37 amendements. Nous sommes encore en discussion et nous avons un rythme plutôt soutenu depuis ce matin. Donc juste, je vous dis qu'on a la possibilité, si les uns et les autres le souhaitent, d'aller au terme de la discussion de ce texte avant la coupure, à condition que chacun évite d'être trop bavard. Voilà ce que je peux vous dire, tout en étant efficace et en défendant ses arguments, évidemment. Donc je laisse la parole à Monsieur Cigolotti. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, avec cet article 31, nous abordons un des points clés de ce texte, la mise en œuvre des plateformes regroupant les numéros d'appel d'urgence. Lors de la discussion générale, nos rapporteurs ont clairement précisé leur souhait de ramener la durée de l'expérimentation de 3 à 2 ans, ce à quoi nous souscrivons totalement. Cependant, sur ce point, nous pensons qu'il existe d'ores et déjà des plateformes techniques, 18 ou 15, dans certains départements, et c'est le cas dans mon département de la Haute-Loire, en capacité d'accueillir les différents opérateurs de l'urgence. Cependant, toute évolution sera impossible tant que l'État ne s'impliquera pas au plus haut niveau et tant que chacun des 2 ministères concernés, Intérieur et Santé, s'obstinera à jouer sa propre partition au nom des différences de culture. Alors que les professionnels de santé et de la sécurité civile peuvent s'entendre sur le terrain, une volonté de travailler ensemble est absente au niveau national. L'enjeu est pourtant simple, il s'agit d'optimiser l'usage des moyens, seul à même de préserver la qualité du service public. Une plus grande efficacité et un meilleur emploi des moyens dédiés au secours passent nécessairement par des coordinations renforcées et des mutualisations élargies. À travers nos échanges sur cet article 31, nous souhaiterions, pour notre groupe, avoir l'assurance que le gouvernement entend bien procéder à la mise en œuvre de plateformes départementales, regroupant à minima le 15 et le 18, et non des plateformes supradépartementales, voire régionales, comme le prévoit le projet Marcus. Cigolotti. Et nous passons maintenant à l'examen des amendements. Le 19 rectifié bis. Monsieur Favreau le défend. Madame la Ministre, Madame la Ministre, chers collègues, j'entends par cet amendement demander la suppression de l'article 31. Il vise à instituer, ça vient d'être dit, un numéro unique des services d'incendie et de secours
Mais l'expérimentation annoncée ne doit pas masquer les inconséquences manifestes du projet. Rapidement, d'abord, la mise en œuvre d'une plateforme commune aux services d'incendie et de secours et aux services d'aide médicale d'urgence. Il est notoire que les services d'aide médicale d'urgence sont opposés à la mise en place non concertée d'un tel dispositif. D'ailleurs, les assistants de régulation médicale du 15 se sont mis en grève dans une quarantaine de SAMU à la suite de l'annonce de ce projet. Ensuite, parce que les départements, ça vient d'être dit, qui assurent le plus gros des financements des SDIS, souhaitent légitimement avoir la maîtrise des moyens engagés lors des interventions pour pouvoir en contenir les coûts, ce qui ne serait pas le cas. Également parce que ces mêmes SDIS et donc une grande partie des départements ont déjà contribué à hauteur de plus de 9 millions d'euros auprès de l'ANSC pour le projet de Nexis et qui n'ont pas été remboursés à ma connaissance de ces avances. Également, et le sénateur Vogel, je pense, est avec nous, parce que dans son rapport au nom de la Commission des finances du 2 juin dernier, il a émis de nombreuses réserves sur le montage juridique et financier de l'opération. Lors de l'examen du rapport en commission, beaucoup ont d'ailleurs évoqué le souvenir douloureux du projet Antares qui avait bousculé beaucoup le fonctionnement des SDIS. Mais surtout, le fait qu'il existe actuellement en France des plateaux communs dans plusieurs départements qui permettent de réunir 10 et SAMU. C'est le cas dans une vingtaine de départements et un des rapporteurs connaît parfaitement le plateau commun du département de la Haute-Savoie. Donc, pour toutes ces raisons, il me paraît malvenu, sans concertation préalable et dans un contexte juridique et financier plutôt mal ficelé, d'envisager une expérimentation telle qu'elle est proposée. Merci, chers collègues. Nous passons maintenant à l'avis de la Commission. Madame le rapporteur. Madame la Présidente, cet amendement est contraire à la position de la Commission. Il tend à supprimer l'article 31 de la proposition de loi qui tend, vous le savez, à créer un cadre pour expérimenter des plateformes communes de réception des appels d'urgence en vue de la mise en place d'un numéro d'appel unique. Les arguments développés par l'auteur de l'amendement sont certes audibles, mais nous continuons de penser que des plateformes communes et un numéro unique sont des avancées nécessaires. Néanmoins, nous estimons que les conditions ne sont pas réunies pour les généraliser aujourd'hui. En outre, il ne suffira pas d'un coup de baguette législatif pour créer ces plateformes à l'échelle de chaque département. Un important travail de fond et de préparation est nécessaire. C'est la raison pour laquelle l'expérimentation proposée à l'article 31 est, selon nous, un compromis acceptable, à condition que les apports de la Commission des lois soient conservés dans le texte. C'est donc une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Même avis, Madame la Présidente. Je vous remercie. Qui a demandé la parole? Monsieur Richard a demandé la parole pour explication de vote. Ensuite, Monsieur Favreau. Je serai bref, mais je dois dire qu'en début d'analyse de ce projet, j'ai partagé l'approche de Monsieur Favreau en considérant que même l'expérimentation n'était pas une idée judicieuse parce que, sur le fond, je pense que et après avoir entendu plusieurs personnes connaissant bien le domaine, que le numéro unique n'est pas une nécessité requise par l'Union européenne, contrairement à ce qui a été dit, c'est simplement un souhait pour les expatriés en Europe, mais que ce n'est pas nécessairement une solution efficace du point de vue de la bonne gestion des moyens de réponse aux urgences, et notamment sous l'angle sanitaire. Je ne suivrai toutefois pas la formule de notre collègue, parce qu'il existe en effet déjà des situations d'organisation partagée sur un site unique dans lesquelles les inconvénients de l'existence de plusieurs numéros, qui existent, peuvent être surmontés. Mais le point sur lequel je ne suis pas, en tout cas l'avis qui vient d'être exprimé par la rapporteure au nom de la Commission, c'est de partir dans l'expérimentation, en pensant que de toute façon, à la fin, le numéro unique est la bonne solution.
Comme ça a été dit par d'autres collègues, il me semble que ce qui est une nécessité, ce qui est un progrès dans la gestion de ces services publics, c'est la proximité en lieu de travail, en situation de travail, des réponses aux appels de sécurité et aux appels à caractère sanitaire, mais que le numéro unique ne répond pas nécessairement à cette amélioration. Et donc je suis favorable au déroulement de l'expérience, aussi avec comme préoccupation ce que souhaitait M. Favreau, c'est-à-dire qu'on puisse analyser pendant une période délimitée et sur des dossiers approfondis les impacts financiers de ces opérations, puisque en réalité chaque appel d'urgence déclenche en général une dépense publique, et une dépense publique qui peut être tout à fait substantielle. Donc sur l'analyse des modalités, enfin de la qualité des réponses et de l'efficacité de l'orientation des appels avec les deux numéros ou avec un numéro partagé, mais sur une analyse de durée suffisante, il me semble que c'est la bonne solution. Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il ne faut pas suivre la proposition de M. Favreau. Merci, cher collègue. Monsieur Favreau, explication de vote? Vous retirez votre amendement? Vous ne le retirez pas. Donc nous allons mettre aux voix l'amendement 19 rectifié bis qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 65 rectifié de terre. Monsieur Bourgi le défend. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'amendement que nous vous proposons avec un certain nombre de collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à créer un numéro unique pour les appels d'urgence. Il s'agit là d'une demande qui est très ancienne. Cela fait 15 ans qu'elle est dans le débat public, vous le savez. Cela fait 15 ans que les directives européennes nous le demandent. Il s'agit de prendre acte d'une réalité, celle de la singularité de la sécurité publique à la française. Cette singularité, elle présente des atouts, elle présente des avantages. Et depuis hier, nous en parlons, et en particulier en ce qui concerne le volontariat des sapeurs-pompiers. Mais le modèle de sécurité publique à la française, il présente aussi des failles et des limites. Juxtaposition de numéros, déficit structurel, notamment sur le plan humain dans certains services. Je veux en particulier citer le SAMU. Nous avons besoin de simplifier, de clarifier, de rendre plus lisible et d'augmenter l'efficience de ces services en réduisant les délais de réponse et les délais d'intervention. Cela fait maintenant une dizaine d'années que les gouvernements successifs esquivent le sujet, se défilent et renvoient la responsabilité à leurs successeurs. Si ce sujet est régulièrement envoyé au calendrier grec, en multipliant les expérimentations, c'est pour, me dit-on, ménager les susceptibilités des uns et des autres. Mes chers collègues, lorsque nous sommes au Parlement, nous ne sommes pas ici pour ménager les susceptibilités. Nous sommes ici pour servir l'intérêt général. Nous sommes ici pour agir en responsabilité. Nous sommes ici pour offrir aux Françaises et aux Français la sécurité publique la plus efficace, la plus efficiente, la plus rapide, la plus lisible. Pour ne pas créer le numéro unique, certains me disent qu'il ne faut pas rallumer la guerre entre les blancs et les rouges. Mes chers collègues, lorsqu'on est au Parlement, nous ne sommes pas ici pour rallumer des guerres, nous ne sommes pas ici pour prendre parti pour les uns ou pour les autres. Et s'il y a un seul parti que nous devons tous et toutes prendre, c'est le parti des bleus, blancs, rouges, celui des Français et des Françaises. Mes chers collègues, vous avez compris, c'est en responsabilité que nous vous proposons de prendre acte de la réalité qui a trop duré et de voter dès à présent la création de ce numéro unique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Maintenant, nous passons à l'avis de la Commission. Madame la rapporteure. Madame la Présidente, le présent amendement tend à revenir à la version initiale de l'article 31 qui prévoyait la création généralisée de plateformes communes et la mise en place du 112. Pour les raisons évoquées lors de l'examen de l'amendement précédent, nous sommes contre cette rédaction. La raison l'emportant, c'est donc une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Même avis, Madame la Présidente. Merci. Vous maintenez votre amendement ? Eh bien, je vais mettre aux voix le 65 rectifié de terre qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 33 rectifié, Monsieur Cigolotti. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, compte tenu de la volonté réaffirmée de nos rapporteurs de faire passer l'expérimentation de 3 à 2 ans, je retire cet amendement.
Je vous remercie, chers collègues. Le 33 rectifié est retiré. Le 137 du gouvernement. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. La généralisation des plateformes communes d'appel d'urgence qui regroupent les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale urgente au niveau national induit de profonds impacts en termes de gouvernance, en termes de territorialité, en termes de doctrine, de système d'information, de processus métier. Compte tenu de la sensibilité de ce sujet, le gouvernement estime préférable de pouvoir rétablir l'écriture issue des travaux préalables et des votes de l'Assemblée nationale en raison des équilibres qui ont été précédemment trouvés sur cet article. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Madame le rapporteur. Pardon, non, pas tout de suite. Excusez-moi, il y a encore le 49 rectifié. Madame Carrère. Merci Madame la Présidente. Cet amendement a pour objet de réintroduire dans le texte, afin qu'il soit formalisé au niveau légal, le choix du numéro unique 112. Dans la mesure où ce numéro était expressément désigné dans le texte initial, nous souhaitons qu'il puisse l'être encore dans cette nouvelle lecture. Merci Madame Carrère. Et Madame Guidez. Il est défendu. Et donc maintenant, nous pouvons passer à l'avis de Madame le rapporteur. L'amendement 49 tend à réintroduire la mention du 112 dans les termes de l'expérimentation. Nous savons que cet ajout n'est pas consensuel alors qu'il ne change rien à la teneur de l'expérimentation. Nous ne souhaitons pas envenimer un débat qui est déjà suffisamment tendu. C'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable pour l'amendement 49. L'amendement 29 de Madame Guidez tend à mentionner que l'expérimentation sera mise en place en lien avec l'Association départementale des transports sanitaires urgents. Or, le dispositif prévu par l'article fixe déjà comme objectif de faciliter et d'accélérer l'accès au SAMU. La déclinaison réglementaire de l'expérimentation pourra prévoir une consultation de l'Association départementale des transports sanitaires urgents sans qu'il soit besoin de le prévoir dans la loi. En outre, votre amendement supprime la référence aux associations agréées de sécurité civile à laquelle nous tenons. C'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Enfin, l'amendement 137 du gouvernement tend à revenir sur l'ensemble des apports de la commission des lois. L'avis est logiquement défavorable et nous interroge Madame la ministre. Comment justifier que l'on écarte les associations agréées de sécurité civile du dispositif alors que leurs bénévoles jouent un rôle fondamental auprès de nos concitoyens? Il s'agit là véritablement d'une injustice envers eux. Comment mettre en place des expérimentations à l'échelle supradépartementale alors que le département est l'échelle d'action de la sécurité civile et des SDIS? Ce serait donc aux acteurs locaux de s'adapter à l'échelle des ARS alors qu'il serait beaucoup plus simple et efficace de faire l'inverse. Comment réintroduire l'expérimentation du regroupement du 15 et de la permanence des soins, alors qu'une telle expérimentation ne concerne en rien la sécurité civile? Cette mesure est étrangère à ce texte. Elle ne concerne que la santé et devrait avoir sa place dans un texte sur la santé, mais pas sur la sécurité civile. Enfin, comment pouvez-vous exclure les présidents des conseils d'administration de SDIS du pilotage de ces expérimentations alors qu'elles vont concerner leur personnel et leurs moyens? Il n'est pas normal que seul l'État décide alors que ce sont les collectivités qui vont financer, en première ligne desquelles les départements. Je vous l'indique en toute franchise, ces modifications ne sont pas admissibles pour nous. Pour résumer, Madame la Présidente, c'est donc une demande de retrait ou avis défavorable pour les amendements 29 et 49 et un avis franchement défavorable au 137. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre, vous avez la parole pour l'avis du gouvernement. Des avis défavorables pour les autres amendements. Je vous remercie et je mets donc aux voix, pour commencer, l'amendement 137 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Il y a une demande de retrait de la commission sur le 49. Il est retiré? Il est retiré. Et sur le 29, il est retiré aussi. Je vous remercie. Et donc nous passons au 70 rectifié bis et c'est Monsieur Chassaing qui le défend.
Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, alors, si l'expérimentation proposée par cet article est une étape essentielle et indispensable dans l'objectif d'un numéro unique d'appel d'urgence, il faut cependant en préciser certains aspects relatifs à son application. Tout d'abord, comme l'a dit Olivier Cigolotti, la plateforme doit être absolument départementale. L'amélioration de la prise en charge des personnes étant le point central de l'expérimentation, il est important que la gestion des appels et les décisions prises en matière de santé face à l'urgence de la situation restent entre les mains du médecin régulateur. Il ne peut pas y avoir 2 ou plusieurs médecins lors de l'appel en rapport avec la santé, au risque de perdre en efficacité durant l'intervention. Je voudrais rappeler, et c'est l'amendement donc Monsieur Favreau, qu'il y a des départements où le 18 et le 15 sont sur un même site et qu'il n'y a pas du tout de guerre. Ça se passe donc très bien. Donc il faut faire une expérimentation et parce que les médecins des SAMU ont certaines craintes. Alors les appels doivent donc être automatiquement passés au médecin régulateur du SAMU pour toutes les situations en rapport avec la santé. Tel est l'objet de cet amendement. Merci, chers collègues. Avis de la commission. C'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Cet amendement tend à préciser que les expérimentations ne remettront pas en cause les prérogatives du médecin régulateur. Nous souhaitons rassurer son auteur car l'expérimentation ne met pas en cause les prérogatives du médecin régulateur. Les plateformes existantes se sont d'ailleurs constituées à droit constant et ne semblent pas avoir remis en cause les fondamentaux de la régulation. Dans l'hypothèse où un modèle de plateforme serait pérennisé, la Commission a souhaité préciser que le référentiel de fonctionnement des plateformes devrait notamment garantir le respect du secret médical et ne remet pas en cause la mission de régulation médicale et le service d'accès aux soins. C'est donc une demande de retrait ou avis défavorable. Merci. Madame la ministre. Demande de retrait également, Madame la Présidente. Je vous remercie. Monsieur Chassaing. Oui, donc au vu de ce que vient d'expliquer Madame la rapporteure, je retire mon amendement. Merci, chers collègues. Le 70 rectifié retiré. Le 41 est présenté par Madame Brulin. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article 31 prévoyait initialement la mise en place définitive d'un numéro unique, le 112, et la mutualisation des plateformes d'appel des DIS et des SAMU notamment. Cependant, l'Assemblée nationale a fait marche arrière et l'a remplacé par une expérimentation de plateforme commune de réception des appels d'urgence avec plusieurs configurations possibles. Des interrogations demeurent sur cette expérimentation, c'est l'objet de notre débat de ce matin, qui a priori se ferait au niveau départemental. Malgré des modifications effectuées en commission des lois, cet article reste finalement assez peu clair sur l'organisation des expérimentations et l'objectif final de celles-ci. Et ce qui nous a particulièrement étonnés, et des collègues des départements concernés y en ont fait mention hier, pas une seule fois n'est fait état de l'existence de telles plateformes dans plusieurs départements aujourd'hui. En effet, depuis plusieurs années maintenant, il en existe de ces types de plateaux communs qui montrent leur efficacité au quotidien. Dans le même objectif que le présent article, ces plateformes sont rattachées au 15, au 18, voire au 115. Et il nous semble légitime d'insérer et d'intégrer ces expérimentations actuelles dans celles qui s'initieraient à la suite de ce texte de loi. D'une part, avec la remise par le gouvernement au Parlement d'un bilan d'activité de ces plateformes, et d'autre part, nous souhaitons préciser que ces plateformes préexistantes seront associées au département nouvellement expérimentateurs. Une expérience de terrain doit être prise en compte. Il nous semble logique qu'on puisse s'en servir. Et c'est le sens de cet amendement qui porte également la volonté d'inclusion des acteurs de la sécurité civile, d'autres l'ont dit aussi, déjà engagés sur ces plateaux, notamment dans le projet Nexis 1812 qui se développe en parallèle. Merci Madame Brulin. Madame la rapporteure pour l'avis de la Commission.
Madame la Présidente, le présent amendement tend à préciser que l'expérimentation prévue à l'article 31 devra s'appuyer sur l'expérience issue de nombreuses plateformes communes de réception des appels d'urgence déjà existantes. Et pour rassurer Madame la sénatrice, Monsieur Loïc Hervé et moi-même, nous sommes personnellement déplacés à Annecy en expérience de terrain pour nous rendre compte de l'excellent fonctionnement de la plateforme qui existe en ce lieu et que le modèle fonctionne fort bien entre les différents services qui partagent l'endroit. Cette idée me semble donc relever du bon sens. Il serait dommage de s'en priver. C'est donc un avis favorable à votre demande. Merci. Madame la ministre. Avis favorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Madame Sollogoub, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi, je vais aussi voter cet amendement parce que je voulais rappeler qu'il y a également des expérimentations de regroupement régional. Je suis élue de la Nièvre et nous sommes sur une plateforme actuellement régionale. Il est bon aussi d'avoir le retour d'expérience de ce modèle également. Merci Madame Sollogoub. Je vais mettre aux voix l'amendement 41 qui a reçu 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 42 rectifié bis. Madame Brulin toujours. Merci Madame la Présidente. Avec cet amendement, nous proposons de renforcer les garanties relatives à l'expérimentation de plateformes communes d'appel d'urgence et du numéro unique, en particulier en ce qui concerne les données personnelles et les données de santé. Le développement du numérique, notamment dans l'activité de secours et d'urgence, permet évidemment d'accroître l'efficacité, notamment la rapidité, ce qui est évidemment essentiel, mais cela appelle un encadrement strict du traitement des données qui doit accompagner cette numérisation. Je ne vais pas développer sur les GAFAM et l'intérêt tout particulier qu'elles ont à l'égard de ces données. Et donc, il nous semble nécessaire de préciser dans le détail que l'accès, les modalités et les conditions d'accès au marché public des SDIS dans le cadre des opérations de secours et d'urgence seront fixées selon des règles assurant des garanties quant à la protection de ces données. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure. Cet amendement est contraire à la position de la Commission. Il tend à ce qu'un décret précise les modalités et les conditions d'accès au marché public des services d'incendie et de secours afin de garantir la protection des données de santé et d'autres données personnelles dans le cadre des opérations de secours d'urgence. Le problème du secret médical est, il est vrai, très sensible. Toutefois, leur protection ne passe pas nécessairement par des adaptations au droit commun de la commande publique, mais plutôt par les normes et agréments qui s'appliquent aux dispositifs et instruments médicaux pour autoriser leur utilisation et leur commercialisation. En outre, cet amendement vient s'imputer à l'article 31 qui concerne une expérimentation. C'est donc une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable. Merci Madame le rapporteur. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et Madame la sénatrice, vous savez que l'État est particulièrement engagé en faveur des SDIS dans la sécurisation de leurs données, notamment eu égard à la sensibilité de ces données. Et sans pouvoir ici en dévoiler le détail, pour des raisons que chacun comprendra, toutes les actions qui sont entreprises par les services d'incendie et de secours de l'État, je peux vous assurer que la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en lien étroit avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, accompagne les services d'incendie et de secours dans le renforcement de leurs pratiques et dans le renforcement des outils en matière de sécurité des systèmes d'information. Je veux vous dire que le futur système de gestion de l'alerte Nexis, qui est développé par l'Agence du numérique de la sécurité civile et qui a vocation à être déployé dans l'ensemble des SIS, bénéficie également de cette sécurité des systèmes d'information, conçue nativement grâce à l'expertise des cadres du ministère de l'Intérieur que je veux saluer. La détermination par décret de l'accès, des modalités et des conditions d'accès au marché public des services d'incendie et de secours afin de garantir la protection des données de santé et des autres données personnelles dans le cadre des opérations de secours et d'urgence ne nous apparaît donc pas nécessaire. Nous vous proposons de retirer cet amendement. Je vous remercie. Je mets donc, vous maintenez l'amendement. Donc je mets aux voix le 42 rectifié qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 31 qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.
Voilà, vous avez suivi les débats autour de la proposition de loi sur le volontariat des sapeurs-pompiers. Adopté à l'unanimité le 23 septembre dernier, ce texte consensuel prévoit des avantages sociaux et une plus grande reconnaissance des sacrifices réalisés par les pompiers. Vous pouvez retrouver le résumé de cette séance dans l'article « Pompiers volontaires » que contient le texte adopté par le Sénat sur notre site publicsénat.fr. À très bientôt. Le réchauffement climatique est en cours et bouleverse déjà notre monde. Dans ce dérèglement qui nous menace tous, les États-Unis restent les plus gros émetteurs mondiaux de CO2 par habitant, tant leurs besoins énergétiques sont colossaux. L'extraction frénétique des gaz de schiste ravage des régions entières. Les nappes phréatiques sont polluées au méthane et l'eau n'est plus consommable. Alors qu'il y a urgence à agir au niveau mondial, beaucoup d'Américains continuent à nier l'existence du changement climatique et en ont fait depuis les années 2000 une question partisane qui déchire toujours les États-Unis. Pourquoi un tel acharnement à nier la réalité ? Climat, une guerre américaine, samedi à 21h sur Public Sénat. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, 90 minutes pour débattre, pour vous donner des clés de compréhension de l'actualité et des mutations profondes de notre société, de la société française, avec, comme chaque soir, 3 temps forts dans l'émission. D'abord, un débat d'actualité. Il sera consacré aujourd'hui au ras-le-bol des généralistes. SOS Médecins en grève pour alerter sur le risque de disparition des visites à domicile, des libéraux surchargés qui ont de moins en moins de temps pour leurs patients, des déserts médicaux de plus en plus nombreux. On va essayer d'esquisser des pistes de sortie de crise juste après ces titres. Les électeurs ont la parole dans cette rubrique quotidienne. Vous nous alertez sur un fait d'actualité, sur ce que vous attendez des candidats à la présidentielle ou tout simplement de vos élus. Aujourd'hui, c'est la loi sur les pneus neige obligatoires dans 48 départements à partir du 1er novembre qui vous fait bondir, notamment en Ariège où on sera tout à l'heure. Et puis, troisième temps fort, notre débat décalé, plus prospectif et justement on va s'appuyer ce soir sur le livre de David Jaïs, le nouveau modèle français pour chercher des alternatives au discours décliniste et se projeter dans ce 21e siècle. Mais d'abord, SOS Médecins qui alerte sur sa possible disparition. Les 63 associations de médecins libéraux ont annoncé un arrêt total de leur activité pour aujourd'hui jusqu'à demain pour obtenir une augmentation de leurs tarifs. Cécile Sixou. Alexandra est médecin aux urgences médicales de Paris. Normalement, elle fait des visites au domicile des patients. Mais ce matin, comme ses collègues des SOS Médecins, elle fait grève. Et sur les groupes WhatsApp du SAMU auquel elle est inscrite, ça s'affole. Ils ont besoin d'être plus nombreux du coup au SAMU pour prendre tous les appels que SOS Médecins et nous ne pouvons pas réguler aujourd'hui, quoi. Pour ses visites à domicile, Alexandra est payée 35 €. Trop peu, selon elle, les médecins traitants qui font ponctuellement le même travail sont beaucoup mieux payés. Pour un patient de plus de 70 ans qui a un 100%, c'est-à-dire qui est en affection longue durée et qui est à son domicile, qui n'est pas hospitalisé, un médecin traitant, s'il va le voir 4 fois dans l'année, il va pouvoir, au lieu de 35 € être payé 70 € pour ces consultes-là. Cette revalorisation-là, on n'y a pas droit, nous, alors qu'on est aussi médecin généraliste. Et donc, c'est un peu incompréhensible. Elle demande une revalorisation de ces consultations à 57,60 €. Une revalorisation nécessaire, d'autant que le métier attire de moins en moins les jeunes médecins. Eux, ce qu'ils aiment, c'est travailler dans des centres de santé où tout est un petit peu clé en main. Et nous, en fait, c'est un métier qui est complètement différent. On travaille nuit et jour.